Bonjour chers étudiants, le cours d'aujourd'hui s'intitule Les péritonites aiguës. C'est un cours de pathologie digestive chirurgicale de 3e année de médecine. Les péritonites aiguës, la première diapo, c'est ce qu'on pense lorsqu'on pense à un malade qui a une péritonite aiguë, c'est l'existence de pus à l'intérieur de la cavité abdominale. Ça, c'est une vue cilioscopique. Donc, c'est ce qu'on pense à trouver du pus lorsqu'on va penser à une péritonite aiguë, opérer un patient pour une péritonite aiguë. La péritonite aiguë, il se définit par une inflammation aiguë de la séreuse péritonéale. Vous allez voir qu'il va être inflammé avec présence de liquide et surtout de pus, on va le voir. Mais ça, c'est un symptôme, c'est une conséquence de plusieurs étiologies. On va les voir tout au long du cours, ils sont plusieurs. Le diagnostic d'une péritonite, il est surtout clinique. Mais parfois, on a des difficultés, on va s'aider des éléments biologiques, sinon des examens radiologiques pour porter le diagnostic. C'est une extrême urgence chirurgicale parce que sinon, on aura des complications qui peuvent être mortelles. Donc, le diagnostic se doit d'être précoce pour pouvoir prendre en charge ces patients-là qui ont une péritonite aiguë, parce que lorsqu'on retarde le diagnostic, on peut avoir un pronostic qui est péjoratif. Les objectifs du cours sont les présents. C'est connaître, expliquer la physiopathologie d'une péritonite aiguë. D'accord, il y en a plusieurs. Comment faire le diagnostic d'une péritonite aiguë? Comment établir et faire le diagnostic étiologique d'une péritonite, parce qu'on aura le traitement qui va changer. Et puis connaître les principes de la prise en charge thérapeutique des péritonites aiguës. Sur le plan physiopathologique, le péritoine, vous connaissez, on a deux péritoines. On a un péritoine pariétal, un péritoine pariétal et viscéral qui limite un espace virtuel où on peut avoir un petit peu de liquide. D'accord, il est contenu dans la cavité péritonéale. La fonction du péritoine, c'est quoi? C'est la sécrétion de plusieurs produits, d'accord? Un liquide qui va être riche en protéines, surtout en moyens de défense cellulaire, les leucocytes, les histiocytes, les macrophages, autre chose. Il a un rôle mécanique, c'est la résorption de liquide. Donc on aura une sécrétion de liquide qui contient plusieurs choses, et la résorption, on aura un équilibre entre la sécrétion et la résorption. C'est surtout un moyen de défense humoral, cellulaire et éventuellement mécanique. Ça, c'est les rappels physiologiques du péritoine. Dans la physiopathologie, on a parlé des étiologies des péritonites. D'accord. On peut avoir plusieurs types de péritonite. La péritonite peut être généralisée le plus souvent. Il peut être localisé à un espace de l'abdomen. Dans les péritonites généralisées, le plus souvent, ils sont secondaires. Secondaires à quoi? Secondaires à la perforation d'un organe creux abdominal. L'estomac, duodénum, l'intestin grêle, le côlon, l'appendice. Donc, on aura la perforation de ces organes-là. Sinon, on peut avoir un foyer infecté, comme la vésicule biliaire qui est infectée. Il va donner une péritonite, un épanchement purulent dans l'abdomen. Une étiologie bien particulière, c'est les péritonites. Ils sont particulières, on est obligé de les faire étudier, c'est en post-opératoire. Lorsqu'on a quelqu'un qui opère pour un problème abdominal, il peut par la suite faire une péritonite post-opératoire qui est difficile à diagnostiquer, à traiter. Ça, c'est les péritonites généralisées secondaires. Les péritonites généralisées peuvent être primitives. On les trouve chez les patients qui sont immunodéprimés. C'est comme les sérotiques. On aura qui ont de l'acide qui vont s'infecter et vont donner une péritonite, mais il est primitif. Les gens qui ont un état immunitaire déficient, donc ils peuvent faire des péritonites primitives comme les diabétiques déséquilibrés
Et les états diminués, comme les cancéreux sous chimiothérapie, les gens qui ont un syndrome immunodéficitaire acquis, le sida, qui ne sont pas en immunodépression non traitée, ils peuvent faire ces péritonites primitives. Donc, à côté des généralisés, on aura les péritonites localisées. Si vous avez du pus dans une partie de l'abdomen, vous aurez les collections dans le douglas. Lorsque vous avez une infection génitale ou autre chose, on peut avoir une péritonite localisée dans le pelvis. Sinon, on peut avoir du pus en sophrénique. Le plus souvent droit ou gauche, on parle de péritonite localisée ou bien d'abcès sophrénique. Dans le cas particulier des péritonites par perforation d'organes creux, on peut avoir des péritonites chimiques au début. C'est que vous avez un liquide comme le liquide gastrique, liquide duodénal. Il n'y a pas beaucoup de germes. Il n'y a pas de germes, sinon il y a une bactérie bien particulière. Et par contre, il y a un liquide qui est corrosif, qui va brûler, qui va faire une irritation du péritoine, ce qu'on appelle les péritonites chimiques. D'accord? Et par la suite, il peut se connecter. Les péritonites bactériennes, vous aurez, comme les péritonites appendiculaires, vous aurez l'appendice qui est plein de pus. On va avoir du pus avec des bactéries qui sont déversées dans la cavité abdominale. Les péritonites combinés au mix, c'est comme par exemple le côlon, bien ilion. Vous aurez le liquide, il est corrosif, mais en plus de corrosif, de sa corrosion, on peut avoir des bactéries. C'est pourquoi on parle de péritonite mixte. Les conséquences générales pour comprendre la clinique et la rapidité d'installation des phénomènes inflammatoires et hémodynamiques, on va voir les répercussions de la péritonite sur l'organisme. Les conséquences générales, on va avoir un problème respiratoire, une défaillance respiratoire, c'est que l'ampliation thoracique qui va être diminuée par l'irritation du péritonéum. Ça fait énormément mal que le patient n'arrive pas à respirer, il a difficulté. D'accord? Il a tellement mal, et puis le diaphragme, il n'arrive pas à bouger parce que ça fait mal. C'est pourquoi on va avoir une difficulté à respirer. Sinon, on peut avoir tellement le péritoine au niveau du diaphragme, il est très inflammé, il va être paralysé. On aura un patient qui va avoir une défaillance respiratoire. On va les trouver dans les péritonites avancées. C'est des gens qui ont une difficulté à respirer, surtout une polypnée avec une dyspnée douloureuse. La défaillance circulatoire, vous aurez la sécrétion, lorsqu'on a une inflammation, une irritation du péritone, on va avoir une sécrétion qui est exagérée, qui va dépasser la résorption de liquide. Donc on aura un liquide intrapéritonéal, et ce liquide, ce qu'on appelle le troisième secteur. Le troisième secteur, par définition, c'est le secteur qui ne participe pas aux échanges intercellulaires. Donc le patient, il ne va pas perdre ses liquides, mais ils sont ici dans l'abdomen. C'est pourquoi on aura un patient qui va avoir des signes circulatoires, donc de manque de liquide dans le vaisseau. Et puis par l'infection et la déversion de pas mal de substances inflammatoires, on va avoir les vaisseaux qui vont être dilatés, qui vont se dilater, parce qu'on parle de vasodilatation. Donc, cette défaillance circulatoire, il va avoir la première répercussion, il est sur les reins. Les reins, ils sont hyperporphisés. C'est des gens qui vont développer une insuffisance rénale aiguë, donc dans les 24 heures. Si jamais on la traite pas par l'apport de liquide, on peut passer à l'insuffisance rénale organique. Donc, il est surtout dû à ce problème circulatoire et d'hypovolémie. Un schéma qui illustre ce qu'on a vu dans la physiopathologie. Donc, on aura les péritonites secondaires et primitives. Donc, on aura les hypersécrétions. On aura troisième secteur. Avec le troisième secteur, on va avoir un illus paralysique qui va donner une hyperprovision rénale avec des signes circulatoires d'hypovolémie jusqu'au choc. Sinon, on aura la déversion de substances bactériennes qui va donner un choc septique, donc qui est parfois mortel. Comment on fait le diagnostic d'une péritonite aiguë? Et on va prendre comme type de description la péritonite par perforation d'ulcère gastro-duodénal chez un patient jeune. Les signes fonctionnels sont dominés par la douleur abdominale. La douleur abdominale, elle est
C'est une douleur d'installation brutale, elle est continue, elle est d'abord localisée dans ce cas précis de péritonite par perforation d'ulcère au niveau de l'épigastre. Il va être en quelques minutes ou quelques heures diffuse parce qu'on a le liquide qui va être abondant au niveau de l'abdomen. On peut avoir des signes réflexes comme les vomissements et les nausées, mais la douleur abdominale reste le signe le plus caractéristique. Elle est présente chez tous les patients qui ont une péritonite aiguë, sauf chez les patients qui ont un trouble de conscience, qui n'arrivent pas à manifester leur douleur. D'accord. On va poser des questions à ce patient, on va faire un interrogatoire et on va demander à patient, on va trouver que le patient il a le plus souvent des antécédents d'ulcères gastro-duodénal, traités ou non traités, documentés ou non documentés. Il a des antécédents de douleur épigastrique. D'accord. Ou bien il vient de prendre un médicament, ce qu'on appelle les médicaments gastrotoxiques, surtout les anti-inflammatoires stéroïdiens, non stéroïdiens, les salicylés. D'accord. Les signes généraux au début, on peut avoir une température normale, c'est pourquoi dans les questions d'examen, on va poser cette question. C'est une péritonite chimique. On peut, lorsqu'on reçoit un patient qui a une péritonite par perforation d'ulcère, dans les premières heures, on aura une température qui est presque normale. On peut avoir des signes circulatoires comme une tachycardie. Sinon, on peut avoir une tension artérielle qui a baissé, sinon un état de choc. Les signes physiques sont les plus importants. Le signe pathognomonique, c'est quoi? C'est la contracture abdominale. À l'inspection, déjà, on va voir qu'elle a tellement mal quand le ventre il est immobile, rétracté. Elle a tellement mal qu'elle n'arrive pas à bouger son ventre. Et puis, on aura une contracture abdominale qui est un signe physique objectif. C'est une résistance de la paroi abdominale qui est douloureuse, invisible et permanente. Donc, les quatre adjectifs, il est résistant, la paroi. Elle est résistante à la paroi de l'abdomen, elle est douloureuse, invisible et permanente. Sinon, si on n'a pas de contracture, on va avoir une défense généralisée. Et la défense, on l'a définie en sémiologie et en appendicite aiguë. La percussion, pourvu que ça fait pas mal, on va trouver au niveau de l'air hépatique, normalement on a une hématité, mais puisqu'on a une perforation, on peut avoir de l'air qui va monter en haut, on peut avoir cette hématité qui va être absente. On va avoir une hypersonorité. D'accord. Sinon, on peut avoir un épanchement dans le ventre et lorsqu'on va faire la percussion, on va trouver une hématité des flancs. Le toucher rectal, c'est pas comme dans l'appendicite. Ici, on va avoir une douleur au niveau du cul-de-sac douglas. Donc, on a dit que ça oriente vers une péritonite. D'accord. On va demander des examens cliniques pour confirmer la péritonite et parfois être orienté sur l'étiologie. On va demander, le premier examen ici à demander, c'est une radiographie de l'abdomen sans préparation. Il est face debout, d'accord, et surtout centré sur le copole. Centré sur les copoles. Ce qu'ils vont montrer, c'est cette image-là de croissant gazeux interhépatodiaphragmatique. C'est difficile à mettre en évidence à gauche, mais parfois on peut le voir, mais ici à droite, normalement ça n'existe pas. On aura la ligne opaque qui est le diaphragme. Ici, on aura le croissant gazeux, d'accord, ce qu'on appelle un pneumopéritoine. Sinon, on peut avoir une grisaille diffuse, c'est-à-dire que ici, les anses intestinales, leur bord n'est pas très clair, on va être un petit peu spéculé. Sinon, on peut trouver des niveaux hydroaïques, comme c'est une occlusion réflexe en présence d'un épanchement purulent. Donc, si on a dans l'ASP un pneumopéritoine, ça confirme le diagnostic. Ça ne peut pas attendre un autre examen, sauf dans des cas particuliers, ça permet. On n'a pas à demander un autre examen et on va pouvoir opérer le patient. Si jamais la radiographie de l'abdomen sans préparation ne montre pas de pneumopéritoine, on peut demander une échographie qui va mettre en évidence un épanchement abdominal. On va voir son échogénicité un petit peu épais en faveur du pus. D'accord. C'est ça l'échographie qui va montrer un épanchement abdominal épais. Parce qu'ici, on a la vessie, un liquide hypoéchogène. Donc, un échogène, c'est le liquide de la vessie. Ici, on aura un épanchement dans le cul-de-sac douglas. Ça, c'est un épanchement ici qui est dans le contexte d'une douleur
aiguë avec défense, c'est en faveur d'une péritonite abdominale. Ça, c'est la forme typique de la péritonite par perforation d'ulcère chez un adulte jeune. Elle est la forme la plus typique. Sinon, on peut avoir d'autres formes étiologiques. On l'a vu dans les appendicites aigus. La péritonite appendiculaire, c'est la douleur qui a commencé au niveau de la fosse iliaque droite. La température est très élevée, à 39-40. Et puis la défense, elle est générale, mais il est maximum au niveau de la fosse iliaque droite. La péritonite génitale chez la femme, c'est surtout, on va demander à la femme si elle a des pertes, elle va avoir des leucorrhées. Et puis la défense, elle est maximale, et la douleur, elle a débuté au niveau de l'hypogastre, et la défense, elle est maximale au niveau de l'hypogastre. D'accord. Et le toucher vaginal ici, il tient tout son intérêt. On va trouver des masses latéro-utérines en faveur d'un piosalpinx plutôt, du salpagite masse. D'accord. Il va même objectiver les pertes vaginales. La péritonite biliaire, c'est possible dans les patients qui avaient des cholécystites. Donc la douleur, ça commence au niveau de l'hypocondre droit et la défense, elle est maximale au niveau de l'hypocondre droit. Et lorsqu'on va faire l'interrogatoire, c'est un patient qui va avoir des coliques hépatiques dans les antécédents. La particularité de la péritonite biliaire, c'est qu'il n'y a pas de signe clinique. La défense, elle n'est pas très manifeste. D'accord. La perforation intestinale, c'est une étiologie possible, pas très rare, de la péritonite. C'est lorsqu'on a une ouverture de l'intestin. Ça peut être le grêle ou le côlon. Ici, le syndrome infectieux est très sévère, d'accord. L'état général est altéré le plus souvent parce que c'est tumoral. L'installation d'un état de choc elle est rapide. Et l'ASP, comme la péritonite par perforation du sang, il va montrer un pneumopéritoine. Les causes coliques sont le plus souvent le cancer dans notre contexte, la diverticulose colique dans les pays occidentaux et chez nous aussi, les ischémies coliques. D'accord. Sinon, c'est un patient qui vient de faire une endoscopie colique, une coloscopie. On peut avoir une perforation, ce qu'on appelle les perforations iatrogènes. Pour l'intestin grêle, le plus souvent, c'est les infections du grêle, la fièvre typhoïde. Un diverticule de Meckel qui peut saigner ou s'inflammer, il peut se perforer et donner péritonite. Et sinon, parmi les étiologies les plus fréquentes dans notre contexte, c'est les traumatismes fermés, ouverts, les accidents de la voie publique, les agressions par arme blanche. On peut avoir une solution de conduite, une blessure de l'intestin grêle ou bien du côlon qui va donner une péritonite par perforation intestinale. La particularité de la péritonite post-opératoire, c'est ça survient chez un patient opéré. La douleur, c'est difficile à faire la part des choses entre une douleur post-opératoire normale avec une douleur d'une péritonite post-opératoire. Le plus souvent chez des patients qui ont eu des sutures digestives, qu'on a enlevé une partie de l'estomac, ou bien une partie de l'intestin grêle ou une partie du côlon. Parfois, les patients qui ont une cholecystectomie, on peut avoir une fuite biliaire, ça va donner une péritonite post-opératoire. Le patient, il est déjà opéré, donc c'est un terrain qui est très fragile. Donc la clinique, le plus souvent, il est pauvre. C'est pourquoi on cède pas mal d'examens paracliniques, biologiques et radiologiques. C'est pourquoi l'intérêt de ces examens pour mettre en évidence une péritonite post-opératoire. Comment traiter une péritonite? Il faut savoir que une péritonite, on ne peut la traiter que dans une unité médico-chirurgicale, d'accord, dans un hôpital, avec présence d'un bloc qui est opérationnel 24 heures sur 24. D'accord. Le but du traitement, c'est de corriger les conséquences de la péritonite aiguë par une réanimation adéquate. Le principe, c'est d'évacuer le pus, de faire la toilette péritonienne et surtout d'enlever la cause, de traiter la cause, l'étiologie. Le traitement médical, c'est la voie veineuse avec les réanimations, l'apport de solvants, de liquide, une antibiothérapie adaptée à la péritonite. D'accord. Le traitement, il est surtout chirurgical. On peut avoir une voie d'abord conventionnelle, la plus ancienne. On peut faire des laparotomies. Une laparotomie, c'est l'ouverture du ventre. Le plus souvent, c'est une laparotomie médiane qui va donner un jour sur l'abdomen. Sinon, parmi les meilleures voies maintenant, c'est la cœlioscopie. On peut faire un trou, et introduire une caméra et voir tout l'abdomen, d'accord, et faire le geste, évacuer le pus, faire lavage et surtout
enlever l'étiologie. Lorsqu'on a une perforation d'ulcère gastro-duodénal, on peut le suturer. Sinon, s'il est difficile au niveau gastrique, on peut l'enlever l'ulcère, on parle de ulcérectomie. D'accord, on peut faire une vacuotomie, mais ça, c'est le domaine du spécialiste. Regardez, ça, c'est une pyloroplastie, ici, chez une péritonite. D'accord, la pyloroplastie, c'est comme ça. On ouvre le pylore dans un sens et on le ferme dans l'autre sens. On peut avoir comme ça. La péritonite appendiculaire, on l'a vu dans l'appendicite, on peut avoir une appendicectomie avec un drainage. D'accord. Dans la péritonite génitale, c'est la cellullochirurgie parce que ça permet de faire le traitement des causes, surtout la salpingite, et surtout la cystoscopie, elle est réputée de ne pas donner beaucoup d'adhérence, donc il va préserver, entre guillemets, la fécondité de la femme. C'est pas comme la voie conventionnelle qui va donner beaucoup d'adhérence. Il a prouvé son efficacité dans toutes les péritonites, mais surtout dans le péritonite génital. Donc la péritonite biliaire, on fait la cholecystectomie avec le lavage, avec le drain, le lavage de la cavité abdominale. La perforation intestinale, on va faire lorsqu'on a un intestin avec du pus, on ne les suture pas, on fait ce qu'on appelle l'astomie. L'astomie, c'est l'abouchement de la perforation à la peau, comme ici, d'accord, et on va l'appareiller. Donc le pronostic des péritonites dépend de plusieurs choses, surtout de l'état du patient, son âge physiologique, les comorbidités. Un patient qui a un diabète déséquilibré, qui a une cardiopathie, qui est suivi pour un cancer, ce n'est pas comme un patient jeune. L'étiologie de la péritonite, donc on peut avoir la péritonite appendiculaire et de bons pronostics, très bon pronostic. Par contre, la péritonite sur un cancer de cancer colique, c'est un petit peu plus, c'est un pronostic plus fâcheux. Et surtout, le délai de la prise en charge et diagnostic est thérapeutique. Donc, seule la chirurgie précoce avec une réanimation adaptée permet d'améliorer le pronostic. Pour vous dire que le diagnostic d'une péritonite aiguë, il est surtout clinique. L'interrogatoire oriente le diagnostic étiologique. Le traitement, il est médico-chirurgical, mais surtout la chirurgie qui est curative. Et le pronostic, il dépend, excusez la faute du thé, la rapidité de la prise en charge. Et je vous remercie.